Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Dans ce numéro, nous souhaitons rendre hommage à l'un des plus grands maîtres de l'horreur, Wesley Earl Craven, dit Wes Craven, décédé en 2015 à l'âge de 76 ans. D'abord professeur de sciences humaines et de dramaturgie, l'homme se tournera rapidement vers le cinéma et sera à l'origine de Scream, La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux et une certaine saga sur un tueur au chapeau. Ce soir, nous allons donc vous amener au milieu des années 1980 où les synthétiseurs faisaient rage dans les bandes-sons de nos slashers préférés. Les synthétiseurs, oui, mais pas seulement. Car si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez également un crissement strident. Ce bruit ressemble étrangement à celui de lames de rasoir que l'on laisserait traîner sur la tuyauterie d'une chaufferie. Vous vous trouvez au milieu d'un couloir et au bout de celui-ci, la silhouette d'un homme se dessine. Il est de taille normale, de corpulence moyenne et porte un vieux chapeau abîmé. Au bout des doigts de sa main droite, vous distinguez comme des extensions pointues. Il se retourne, vous voit et se rapproche en rigolant et en virevoltant, mais lorsque vous vous retournez pour fuir, un mur en béton se dresse devant vous. Vous comprenez que vous êtes pris au piège dans l'étroit couloir. L'homme se rapproche inexorablement. Tout sourire, il vous regarde dans les yeux. Vous distinguez désormais les rayures vertes et rouges de son pull rapiécé. Il n'est plus qu'à quelques mètres de vous et vous sentez la peur monter, mais dès lors que vous fermez les yeux, ceux-ci s'ouvrent à nouveau. Vous êtes dans votre lit et vous vous en sortez avec seulement quelques éraflures sur le bras. Ce n'était qu'un mauvais rêve, n'est-ce pas ? Vous l'avez compris, ce soir nous allons vous parler de Freddy Krueger, le célèbre tueur au corps brûlé qui assassine dans les rêves. Alors lancez les machines à café, prenez vos vitamines et allumez la télévision, car ce soir, il ne faudra pas fermer l'œil si vous espérez vous en sortir indemne. Nous sommes en 1946. Wes Craven a alors 7 ans et vit avec sa famille dans un appartement à Cleveland, dans l'état de l'Ohio. Il est tard. Le jeune Wesley Earl Craven est sur le point d'aller se coucher, mais un bruit attire son attention dans la rue. Il habite au 3e étage de l'immeuble et par la fenêtre, il aperçoit un homme avec un chapeau. Au moment où Wes le regarde, l'homme se retourne brusquement et, du bas de la rue, lève la tête et le fixe dans les yeux. De peur, le souffle du John Wes se coupe. Comment l'homme avait-il pu savoir qu'un enfant le regardait ? Il s'écarte de la fenêtre, recule dans un coin sombre de sa chambre et attend. Il ferme les yeux et compte jusqu'à 100, puis jusqu'à 200. N'entendant plus aucun bruit dehors, il se rapproche de la fenêtre pour découvrir que l'homme était toujours là et le fixait toujours droit dans les yeux, sans bouger. Tout en continuant de fixer le garçon, l'homme se mit à marcher pour se diriger vers l'entrée principale de l'immeuble où habitent Wes et sa famille. Le jeune garçon perd alors l'homme de vue, se dirige vers la porte d'entrée de l'appartement et colle son oreille à celle-ci. Quelques secondes plus tard, il entend la porte d'en bas s'ouvrir. Terrorisé, Wes réveille tout le monde. Son frère prend une batte de baseball, mais le temps que tout le monde s'empresse près de la porte d'entrée, l'homme et les bruits avaient disparu. Le réalisateur avancera plus tard qu'il s'agissait probablement d'un ivrogne se baladant dans les rues, mais étant petit, l'enfant voyait seulement un homme mystérieux au regard malveillant. C'est le souvenir terrifiant de cet homme au chapeau qui a flanqué une sacrée frousse à celui qui deviendra un des maîtres de l'horreur, qui servira de modèle physique à ce qui sera plus tard Freddy Krueger et son chapeau si emblématique. Nous sommes désormais à la fin des années 1970. Une série d'articles paraît dans le Los Angeles Times. Tous les articles traitent, sans être explicitement reliés entre eux, de faits divers étranges. Dans chacun des articles, un journaliste relate de la mort inexpliquée d'une personne. Fait particulièrement déroutant, la mort survient toujours durant le sommeil, après un cauchemar, et les causes demeurent inconnues.
Séparés de 3 à 6 mois les uns des autres, les articles ne sont pas traités comme une suite ou ni comme un feuilleton. Cependant, plusieurs éléments les rapprochent. Toutes les personnes sont originaires d'Asie du Sud-Est et toutes ont émigré aux États-Unis récemment. Wes Craven dit avoir lu les 2 premiers articles, mais c'est le 3e qui attire définitivement son attention. Ce 3e article traite d'un enfant originaire du Cambodge, dont la famille vit désormais en Californie. L'enfant souffrait alors d'horribles cauchemars particulièrement violents. Ceux-ci s'intensifiaient tellement que l'enfant expliquait à sa famille qu'il ne s'agissait pas simplement de cauchemars. Son entourage aurait tenté de le rassurer en lui expliquant qu'il s'agissait d'une réminiscence de son passé, de ce qu'il a traversé, et que les cauchemars sont un processus normal de reconstruction. L'enfant insistait cependant sur le fait que ces cauchemars ne lui semblaient pas normaux, qu'ils lui semblaient trop réels. La situation ne s'améliorant guère, la famille décide de consulter un médecin, qui prescrivit des somnifères au jeune garçon. Il s'avéra plus tard que si l'enfant faisait semblant d'avaler les médicaments, il les gardait dans un coin de sa bouche pour les recracher dès qu'il le pouvait. Ses parents découvrirent également qu'il gardait dans sa chambre un thermos rempli de café noir pour rester éveillé. Le jeune garçon voulait à tout prix éviter les cauchemars et faisait donc tout pour ne pas s'endormir. Au 3e jour passé sans fermer l'œil, le père découvre que son fils s'est finalement endormi devant la télé. Il décide de le porter et de le remonter dans sa chambre, mais quelques heures plus tard, la famille entendit des bruits et des cris provenant de la chambre du garçon. Lorsqu'ils passèrent la porte de sa chambre, ils découvrirent l'enfant, mort dans son lit. L'autopsie ne révéla aucune cause significative à sa mort. Cette vague de morts prématurées avait cependant une explication tout à fait rationnelle. La plupart des personnes dont la mort était inexpliquée venaient d'Asie du Sud-Est. Beaucoup venaient plus précisément du Cambodge. Or, entre 1975 et 1979, les Khmers rouges, dirigés par le tyran Pol Pot, ont mis en place une dictature d'une rare violence, durant laquelle 1,7 million de personnes auraient trouvé la mort. Ces événements, couplés au grand nombre de réfugiés qu'avait provoqué la guerre du Vietnam quelques années plus tôt, avaient confronté nombre d'enfants à des images d'horreur qui pouvaient provoquer d'intenses terreurs, parfois jusqu'à la crise cardiaque. En 1984, Nightmare on Elm Street, traduit en français par Les Griffes de la Nuit, débarque dans les salles obscures et terrorise une bonne partie du public. Freddy Krueger, le tueur, agit dans les rêves et l'héroïne tente par tous les moyens de rester éveillée avant de découvrir par quels moyens elle peut venir à bout du monstre. Si le film n'est pas explicitement marketé comme étant inspiré de faits réels, Wes Craven donnera des explications sur les différentes origines qui ont donné naissance au scénario et à son personnage principal, incarné à l'écran par Robert Englund. Quant à l'apparence physique de Freddy, là aussi nous avons affaire à une inspiration de faits réels, enfin presque. David Miller, costumier assigné à la création du maquillage du monstre, avait reçu l'ordre de la part de Wes Craven d'offrir à son tueur un visage carrément dégoulinant qui se disloquerait au fur et à mesure du film. Pour coller au scénario, Freddy devait également être un grand brûlé. David Miller avait quelques idées en tête, mais c'est lorsqu'il commanda une pizza pepperoni et qu'il ouvrit la boîte en carton qu'il eut l'idée de l'apparence que prendrait la peau de Freddy. Au lieu de manger sa pizza, il l'emmena dans son atelier pour qu'elle lui serve de modèle. C'est le croisement de ces histoires qui mena à la naissance de ce cher Freddy Krueger. Nous allons maintenant parler du film Freddy, les Griffes de la Nuit, sorti en 1984, que nous avons beaucoup aimé, ce petit spoiler pour la suite, évidemment qu'on a beaucoup aimé Freddy, et on va vous parler maintenant de tout ce qui a trait au film, et on a regardé pour ça le making-of du film Freddy, qui est très très instructif, on vous le conseille d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le film Freddy, mais aussi sur la saga Freddy. Il y a tout un documentaire de, je crois, 54 minutes qui est vraiment très intéressant. Et ce making-of commence par le titre « It Really Happened ». C'est vraiment arrivé. Et là, Wes Craven apparaît à l'écran. Wes Craven, le réalisateur, et il nous dit que Freddy est né d'une série d'articles du LA Times. Et ça a été un énorme bonheur pour nous, parce qu'on s'est dit « Génial, on va pouvoir parler de Freddy, inspiré de faits réels, puisqu'il est
en partie inspiré de faits réels. Et oui, et c'est l'histoire qu'on vous a racontée du coup en première partie. Il y a plusieurs inspirations, dont ces articles du LA Times. Et donc oui, Freddy, traduit en français par Les Griffes de la Nuit, Nightmare on Elm Street, écrit et dirigé par Wes Craven, donc monsieur qui a commencé sa carrière dans les salles de montage avant d'être réalisateur, qui est sorti en 1984 du coup le film. C'est le 3e film de Wes Craven, après The Last House on the Left et donc Les Dernières Maisons sur la Gauche et Créatures du Marais. Les musiques particulièrement marquées années 80 sont de Charles Bernstein et c'est Rick Shane au montage, montage qui sera présenté au producteur, mais c'est Wes Craven qui va repasser derrière pour le final cut, puisque c'est le monsieur qui aura le dernier mot sur les différentes parties qui posaient problème, où il y aura des compromis, mais ça on va vous le dire juste après. Et niveau distribution, eh bien sachez que c'est le premier film de ce cher Johnny Depp. Alors là, il n'était pas alcoolique, il n'était pas tout boursouflé, il était tout beau, tout jeune. Il tapait pas des femmes encore. Voilà. Il avait 21 ans à l'époque. C'est son premier long métrage. Et Wes Craven aime bien le rappeler, quand même. Et quelle performance. Et ouais, quelle performance. Plus tard. Et quelle performance. Je trouve on reviendra sur le cast, mais je trouve qu'il joue pas mal. Il joue pas mal. Je suis assez d'accord avec toi. Il joue très bien l'adolescent relou. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Bon, allez, je pense qu'on va pouvoir tout de suite commencer sur le film, déjà sur le contenu de ce film. Exactement. Donc voilà. On va vous parler des séquences de rêve, puisque Freddy, ce sont avant tout les séquences de rêve, ou plutôt de cauchemar en l'occurrence. Et on va commencer tout de suite par la scène d'introduction. On voit la fabrication du fameux gant de Freddy, gant iconique avec les couteaux. C'est pendant les crédits même. C'est pendant les crédits, vous avez une petite image, une petite vignette où on voit le gant en train d'être forgé, en train d'être limé. Et sachez que déjà, ce n'est pas la main de Robert Englund que vous voyez là, puisque la scène que vous voyez en premier a été tournée en dernier et que Robert Englund n'était plus sur le tournage à ce moment-là, mais que c'est son doubleur et que c'est le chef des cascades qui a prêté sa main au tout début. Donc voilà, cette scène enchaîne sur une scène un petit peu étrange avec une brebis qui en fait va s'avérer être une première séquence de rêve, mais ça on le comprendra au réveil de la jeune femme. Et d'ailleurs, ça va être le festival des anecdotes, comme Mathias m'a offert l'édition DVD collector de la saga Freddy. Il y a tout un tas d'anecdotes et de petits trucs dedans, donc ça va être le festival des anecdotes. C'est inspiré de faits réels. D'ailleurs, j'en profite pour le conseiller, donc je l'ai offert à Charles à Noël et je me le suis acheté par la suite tellement j'ai vu à quel point ce coffret était complet. Si vous aimez Freddy, si vous aimez le personnage de Freddy Krueger, jetez-vous sur le coffret 7 DVD avec un nombre incalculable de bonus à l'intérieur qui vous dévoile plein de secrets de tournage. Il est vraiment bien, quoi. Enfin, alors, les jaquettes des DVD ne sont pas très jolies, mais le contenu vaut le coup. Vraiment génial. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a dans cette première scène de rêve, dans laquelle on voit Christina, dont le petit surnom sera Tina. On comprend que c'est une séquence de rêve, notamment parce qu'à un moment, je ne sais pas si tu te souviens, Mathias, elle court et elle fait un petit peu du surplace. Oui. Elle court, elle fait un peu du surplace et on a cette sensation un peu de lourdeur dans le rêve quand on n'arrive pas à s'échapper de la menace qui nous poursuit. Et ben en fait, j'ai appris ça du coup dans les bonus, ils utilisent un tapis roulant. Un tapis roulant sur lequel est placée l'actrice, qui du coup a tous les mouvements de la course, mais fait du surplace, et il bougeait un petit peu le tapis roulant pour qu'elle avance quand même un petit peu. Ceci est doublé à l'utilisation d'une Steadicam, qui était quelque chose d'assez rare à l'époque, qui était un type de caméra qui était nouveau. Et donc voilà, le film a été tourné à Los Angeles. Et donc Los Angeles sera le cadre de Freddy. D'ailleurs, ça aurait été la maison, pas la maison, mais la rue dans laquelle a été tourné Freddy est une rue de l'enfance de Wes Craven. Donc qui nous permet de se plonger un peu dans l'enfance aussi du réalisateur. Et donc c'est un film, et ça on pourra donner notre avis aussi tout au long du truc, c'est un film qui ne prend pas, disons, le parti de faire monter très lentement la peur, disons. Il fait monter lentement un peu l'angoisse, mais tout de suite,
on est confronté à une scène de rêve et tout de suite, on est confronté à Freddy en fait. En fait, on comprend le principe du film très rapidement. Ouais. On comprend très très vite que ce qui se passe dans les rêves a une influence sur la réalité. Enfin, une influence, c'est-à-dire que si on meurt dans son rêve, on meurt en vrai, et ça, on le comprend immédiatement avec le rêve de Tina qui se retrouve avec des griffures. Et on voit tout le talent de Wes Craven, c'est que ce n'est pas expliqué par des dialogues. C'est-à-dire qu'on a une scène d'exposition où il y a pas de dialogue, elle essaie de s'échapper, mais simplement en nous montrant qu'elle est dans un rêve, en ayant un peu ces images de tous ces problèmes qu'on peut rencontrer dans les rêves, et qu'en même temps, elle est réveillée et qu'on voit la griffure quand elle se réveille de son pyjama, on comprend exactement tout de suite comment ça fonctionne. Et tout le mécanisme qu'a inventé Wes Craven, il est condensé dans cette première scène. Alors après, au cas où tu l'aurais pas compris, il est confirmé par la suite quand on réalise que tout le groupe d'amis a rêvé du même personnage avec un pull rayé rouge et vert avec des griffes. Et donc du coup, là on comprend que la menace touche ce groupe-là en particulier et qu'ils peuvent tous être victimes comme Tina de cet homme-là qui peut les attaquer dans leur rêve. Donc là on comprend tout de suite. Tout cela est, en fait, c'est hyper bien explicité. Enfin, en termes de cinéma, c'est beaucoup mieux que beaucoup de films qu'on a vus. Ouais. Même si on a alors pour le coup, il y a des trucs qu'on vieillit, comme les musiques synthé très, très années 80, mais qui sont quand même très bien composées. Qui restent quand même très bien composées. Sinon, en termes ciné, ça a, je trouve, plutôt très bien vieilli. Notamment la scène qu'on voit, je crois que c'est dans les 12-13 premières minutes du film, où il y a cet effet là de mur dur qui devient tout d'un coup souple. Qui a alors je sais pas, j'ai pas l'anecdote de tournage sur comment ça a été fait, j'imagine que c'est une espèce de... Ah bah je l'ai si tu veux. Je veux bien que tu m'expliques comment ça a été fait. Moi je pensais à une toile, mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être plus compliqué que ça. Alors c'est pas... le plan A a échoué. En fait, ils avaient un plan A qu'ils n'ont pas dévoilé, mais en effet, cette scène qui va être qui va rapidement être une autre scène de rêve. En fait, les quatre amis se retrouvent chez Tina, parce que Tina a eu peur, elle raconte son rêve, son cauchemar à ses amis. Donc tous ses amis vont chez elle, ça c'est vraiment dans les premières scènes, et on se rend compte rapidement qu'il y a deux couples. Donc il y a Nancy et Johnny Depp, et il y a Tina et Rod. Et en fait, au-dessus de la tête de Nancy, au-dessus de la tête de Lee, le mur va tout d'un coup devenir souple et on va avoir les mains et le visage de Freddy qui vont apparaître, qui ne sont d'ailleurs ni les mains ni le visage de Robert Englund encore, hein, c'est Jim Doyle des effets spéciaux qui prête son visage et ses mains, et c'est un monsieur plutôt inventif, ce Jim Doyle, puisque c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser du spandex pour la scène. Et ouais. C'est cette même matière qu'on utilise pour les pantalons de yoga et ce genre de choses. Ouais, voilà, exactement. Il a trouvé un bout de spandex en supermarché de 1m80 sur 2m50. Et ils ont enlevé le mur était amovible évidemment, et ils ont mis une toile comme une toile qu'ils ont tirée, quoi, du spandex, et ils se sont collés derrière. Et là, il faut encore souligner, alors je vais être assez dithyrambique un petit peu tout le long parce que je trouve que tout est ingénieux. La lumière est fabuleuse à ce moment-là parce que la lumière fait ressortir les reliefs de la toile qui se tord, et je trouve cette scène absolument fabuleuse. Et donc là on a un raccord évidemment, puisque le plan suivant on voit Nancy on voit Nancy en gros plan, et le plan suivant elle raccroche une croix au mur et elle toque. Et on voit que le mur est à nouveau solide, mais le raccordement des plans est très propre, quoi, est très beau et très bien fait. Mais donc oui, c'est Jim Doyle qui a eu l'idée, et qui a eu, selon Wes Craven, beaucoup de très bonnes idées tout au long de Freddy, qui vont en fait servir le talent, on va dire, créatif de Wes Craven. C'est-à-dire que lui, il va réussir à à rendre possible techniquement, avec peu de budget, les élans créatifs de Wes Craven. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est tout ça pour pas un rond, parce qu'en fait, on le dira tout à l'heure, mais le film c'est fait pour un budget rikiki. Ouais.
C'est un film qui s'est fait vraiment dans la galère, quoi. Ouais. Et je pense que s'il n'avait pas marché, New Line Cinema, la boîte qui l'a produit, aurait vraiment pu couler. Ils auraient coulé, ouais, je pense, parce qu'ils avaient déjà pas de thunes à ce moment-là, donc ça aurait pu être ouais. Et d'ailleurs, pour cette scène, pour revenir sur cette scène où il y a les couples qui sont un petit peu, voilà, chacun de leur côté, donc Nancy et Johnny Depp ne dorment pas ensemble. Tina et Rod, par contre, dorment ensemble, et il y a une scène où Johnny Depp entend le couple Tina et Rod coucher à côté. Et cette scène, ce moment est vraiment arrivé à Wes Craven et il l'a placé dans le film justement parce que lui, il avait vécu. La première nuit, il le raconte ça dans les commentaires audio du film. La première nuit qu'il a passée loin de chez lui, loin de sa famille, il l'a passée dans un studio d'artistes à Chicago et il a entendu un couple baiser toute la nuit. Vraiment toute la nuit, et lui il était puceau et il a avoué que c'était extrêmement pénible de son point de vue, et il a rendu ça pénible du coup pour Johnny Depp dans le film. Voilà. C'est très beau. Je reviens sur la galère de tournage du film. Ça se ressent sur la scène qui arrive juste après, donc le fameux effet du mur qui se tord. Sur la première fois en fait on voit Freddy vraiment en face, quoi, où on le voit vraiment en entier, c'est le moment où il s'approche avec ses bras qui s'allongent comme ça, et il a encore un effet à 2 francs, ses bras qui s'allongent sont faits avec des cannes à pêche. Oui. il génial. Prend toute la rue, en fait, il prend la rue est assez large, et ses bras vont s'allonger, il va prendre toute la largeur de la rue, et en fait, avec pareil, hein, les gants, évidemment, au bout, et en fait, c'est encore une fois Jim Doyle qui a eu l'idée de mettre de faire tenir à Robert Englund des cannes à pêche qui vont rallonger ses bras de chaque côté, donc c'est vraiment, c'est de briques et de broc, hein. Mais alors vraiment... c'est fou, mais après ça donne un côté un peu cartoonesque à cette scène là complètement, ouais, qui correspond complètement au personnage de Freddy. Freddy, c'est un personnage de cartoon, et d'ailleurs ça se ressent sur tous les moments où il y a énormément d'humour noir dans il y en a un peu moins dans celui-là que dans les autres films de la saga. Il y a quand même beaucoup d'humour noir dans ce film, notamment il se coupe les doigts de manière tout à fait tranquille, où il se fait arracher son visage et il rigole. Oui, il se laisse, il y a plein de... C'est des petites fulgurances où on a l'impression que quand il se coupe les doigts, il regarde Tina et il lui fait « Tiens, regarde, hop, je me coupe un doigt. Ah, tiens, regarde, je me coupe 2 doigts. » D'ailleurs, Wes Craven salue à ce moment-là le talent de jeu d'acteur de Robert Englund. Il dit que c'était ses vrais doigts. Et que par abnégation pour le rôle de Freddy, il s'est vraiment coupé les doigts. Et il se évidemment, ceci est complètement faux. Complètement. Et il se laisse, à un moment donné, il est sur Tina, et Tina lui met la main au visage, et lui tire le visage, et il y a un squelette dessous, et il rigole, il fait des trucs loufoques. C'est un peu une version dark de The Mask, en fait, tu vois. Mais un peu, c'est vrai. Il y a un côté tellement cartoonesque. Et c'est un truc qui revient dans l'intégralité de la saga Freddy, c'est que même si tu as un peu peur de Freddy, globalement tu aimes le personnage parce qu'il est drôle, c'est un Joker, il est vraiment, il est vraiment marrant, quoi. Il est hyper attachant, même si c'est un tueur d'enfants. Oui, voilà, même si à la base c'est un tueur d'enfants, et même s'il y a des scènes plus impressionnantes aussi, parce qu'il y a des scènes, on peut le regarder à différents degrés, c'est-à-dire que on peut le regarder et être un peu quand même impressionné par le côté graphique dégueulasse, parfois gore de Freddy. On peut le regarder avec un niveau plus humoristique, mais il y a quand même une scène qui est impressionnante et qui vient juste après, justement, on vous fait un peu le film dans l'ordre chronologique. C'est la scène où Tina se fait balancer dans tous les sens, et la scène qui arrive au bout d'un quart d'heure du coup de film, vraiment de la première mort. C'est le deuxième cauchemar de Tina, donc celle qui cauchemarde au début, et là c'est son deuxième cauchemar. Et en fait, elle va être baladée dans sa chambre, elle dormait avec Rod, et elle va être baladée du sol au plafond. On va la voir vraiment léviter, puis taper en haut, être ensanglantée, puis retomber en bas. Et en fait, cette scène, qui est particulièrement réussie, je la trouve pour le coup, c'est une scène que je continue de trouver quand même impressionnante, parce qu'elle est ensanglantée, et on voit que, elle peut rien faire, elle est baladée partout. En fait, c'est une pièce tournante qui a été fabriquée pour l'occasion, c'est-à-dire qu'ils ont créé le mécanisme qui permet de faire tourner
une pièce, donc qui est un mécanisme en bois, et ils ont aménagé cette pièce pour qu'elle soit comme la chambre de Tina, sauf que, évidemment, elle peut être tournée, et donc le responsable de la fabrication de cette pièce était très content parce qu'il a réussi à faire une pièce suffisamment équilibrée pour qu'on puisse la faire tourner à une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de moyens techniques qui sont nécessaires, il n'y a pas de mécanisme électrique qui fait tourner la pièce, c'est possible de la faire tourner avec une seule personne, donc avec relativement peu de force. À la main, quoi. À la main, ouais. Ouais, c'était tourné à la main, ouais. Et en fait, tout le travail de l'actrice à ce moment-là, c'est de suivre le mouvement dans lequel ça tourne, et de commencer à se coller au mur jusqu'à ce que le mur bascule, puis marcher sur ce côté de mur-là pour atteindre l'autre. Et en fait, la scène est particulièrement bien faite, non seulement parce qu'il y a cette pièce tournante, mais aussi par le talent de l'actrice, qui pour le coup, on a l'impression, quand elle est au plafond, qu'elle est un petit peu pas loin de retomber sur le sol, alors qu'en fait non, c'est son jeu d'actrice à elle imite le fait qu'elle est suspendue, tu vois. Et donc là, il y a vraiment un mélange de qualité de travail de l'actrice et de cette pièce tournante qui a été fabriquée, parce que pour expliquer comment l'effet spécial se fait, en fait, donc tous les objets sont collés. Oui, oui. Tout ce que vous voyez dans la pièce est collé. La caméra bouge en même temps que la pièce. Donc du coup, vu que la caméra bouge en même temps que la pièce, on n'a pas l'impression que la pièce bouge. Ouais. Mais en fait, on a l'impression que uniquement l'actrice bouge. Voilà, c'est ça, comme tous les objets sont collés. Effet, comme si elle était traînée au plafond, alors qu'en fait, c'est la seule chose qui bouge, c'est la pièce et pas elle. Et je trouve que l'effet spécial est vachement bien fait et hyper ingénieux, quoi. Ouais, il est complètement ingénieux, ouais. Et là encore, c'était un mécanisme à moitié en bois, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est fait avec que dalle. Là, comme tout ce qu'il y a sur ce film. Oui, comme à peu près tout sur ce film, ouais. Mais c'est ça, c'est l'ingéniosité qui prime. Et donc du coup, rapidement, donc, Tina va décéder à ce moment-là. Hein. On vous rappelle que vous êtes dans Inspiré de Ferrell, donc on va spoiler sérieusement. Tina décède à ce moment-là au bout de 15 minutes de film, et évidemment, c'est son copain Rod qui était tout seul dans la pièce avec elle, donc c'est sur son copain que se portent évidemment les soupçons. Et là, vous vous dites, Nancy, dans la scène suivante, que vous allez voir quelques personnes connues, puisque la prof de Nancy est Elise d'Insidious. Oui, d'ailleurs ça, je crois effectivement, c'est Elise d'Insidious. Et je l'ai pas reconnue tout de suite au début parce que le film est pas vrai. Quand même de 84. Donc, elle a quand même vieilli depuis. Enfin, moi, et en fait, j'avais pas vu Freddy depuis très longtemps. Ouais. Et pour moi, Elise d'Insidious, elle a toujours été vieille en fait. Mais elle a l'air vieille là quand même. Même en 84, elle a l'air un peu vieille. Alors, je trouve pas spécialement. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai eu du mal à la reconnaître au début. Et c'est vrai que quand tu me l'as fait remarquer, je me suis dit, mais oui, c'est elle. Par contre, il y a quelqu'un que j'ai repéré tout de suite. Ouais. C'est le père de Nancy qui joue donc ici le flic et le père de Nancy est interprété par John Saxon. Et John Saxon, on l'a déjà vu dans un film dont on a parlé dans Inspiré de Ferrell. Et oui. C'est le policier dans Black Christmas qui joue ici encore une fois un policier. Et lui, j'étais content de le retrouver parce que j'aime bien ce monsieur. Ouais, bah il est très bien. Il est très bien, en effet, il joue très bien. Comme dans Black Christmas d'ailleurs. Et ouais, donc voilà, on bascule sur cette scène du coup où Nancy se retrouve en classe, donc il se passe quelques trucs avant, on vous fait pas le film scène par scène, on vous fait un peu les moments clés. Nancy se retrouve dans cette salle donc, où sa prof c'est Elise d'Insidious, et là, évidemment, elle essaie de lutter à nouveau pour éviter de s'endormir parce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui se passe à travers les rêves, et puis elle a peur de faire des cauchemars. Et là, on va se rendre compte aussi de quelque chose, c'est que jusque-là, les personnages dormaient dans des lits. Donc quand on a un personnage qui est dans un lit, on comprend qu'il va y avoir un moment de basculement vers le rêve, ou que le moment de basculement vers le rêve est possible. Et là, en l'occurrence, elle est en classe, et le moment de basculement vers le sommeil va être extrêmement ténu. C'est-à-dire qu'on va la voir un peu fermer les yeux, et ça va basculer dans un rêve, mais ça ne sera pas signifié.
Et ça c'est un truc que Wes Craven voulait rendre particulièrement important, parce que pas mal des critiques qui ont été faites sur le film à ses débuts, c'est que aucun producteur ne voulait le financer parce que le film n'allait pas forcément faire peur, parce que ça se passait dans un rêve. Et là, Wes Craven, quand même, a le talent de ne pas rendre la rupture réalité-rêve particulièrement explicite, et de faire basculer parfois à l'état de rêve sans même que le personnage principal s'en rende compte, ce qui rend le déroulement de l'action extrêmement fluide, en fait. Et d'ailleurs, ça c'est une qualité de Freddy de Wes Craven, et le remake de 2010 dont je parlerai plus tard fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on sent à chaque fois le moment où on rentre dans le monde des rêves, et c'est super nul de faire ça. Et j'en parlerai plus longuement du remake un peu plus tard dans l'émission. Ouais, parce que c'est vrai que là, un des talents, c'est on a l'impression que le film se déroule d'un coup d'un seul, alors qu'il a des phases très fortes. Et donc là, un des endroits emblématiques du film, ce sera la chaufferie dans laquelle opère Freddy, hein. Et on va comprendre grosso modo qu'on est dans un rêve, on le comprend avant, mais quand on est dans la chaufferie de Freddy, c'est sûr que voilà, on est dans son domaine, en quelque sorte. Et c'est lui qui nous attire petit à petit avec des stratagèmes pour nous faire venir dans son domaine. Donc là, on va avoir encore quelques musiques de synthétiseurs un petit peu dégueulasses, mais enchaîne avec une autre scène géniale. D'ailleurs, pour l'anecdote, on passe de rêve en rêve, parce que ce sont évidemment les scènes les plus marquantes. Ils ont tellement conscience que ce sont les scènes un peu cultes du film Freddy, que sur le DVD, sur l'édition DVD, on peut ne regarder que celle-ci. On peut ne regarder que les scènes de rêve mises bout à bout. Donc c'est dire à quel point ils ont conscience que c'est bien ça qui est culte chez eux. C'est vraiment les plus inventives en termes de mise en scène, parce que là, celle dont on s'apprête à parler, donc c'est la fameuse scène du bain, dont il y a eu énormément de photos la photo emblématique de Freddy, c'est Nancy qui est dans son bain, avec la main qui sort du bain, la main avec les couteaux dessus, donc la main de Freddy. Et cette scène-là, en termes de la manière dont elle a été tournée, c'était un vrai défi technique. Ouais, c'était un vrai défi technique. Expliquer comment ça a été fait. Puisque donc Nancy est dans son bain, elle a les jambes écartées, et vraiment proche de son entrejambe, on voit la main gantée de Freddy, donc ça donne vraiment des frissons. Car elle a fait l'erreur de s'endormir dans son bain. Parce que elle fait, exactement, la pauvre qui essaie de pas dormir depuis le début. Et donc c'est encore une fois ce cher Jim Doyle des effets spéciaux qui prend la relève, puisque c'est la main de Jim Doyle qu'on voit. Et en fait, la baignoire n'est pas toute seule, c'est-à-dire que c'est un montage. C'est un montage sur 2 étages. Et la baignoire est placée sur le 2e étage. Mais au 1er étage, il y a un réservoir de 2,50 m de haut, rempli d'eau, donc qui est relié à la baignoire. Et dedans, dans ce réservoir, nous avons Jim Doyle en tenue de plongée, qui a en tenue de plongée intégrale, sauf son bras droit, qui du coup sort du réservoir pour sortir de la baignoire au 2e étage. C'est compliqué à expliquer, mais c'est parce que c'est compliqué à mettre en place. Et là, on se dit quand même, c'est génial. Ils auraient pu, je sais pas, maqueter un bras de Freddy et le faire bouger de l'extérieur, tu vois. Non, ils se sont fait chier à mettre un récipient de 2 mètres en dessous. Ouais, de 2 mètres en dessous, qui est relié à la baignoire, pour que Jim Doyle, en tenue de plongée, puisse sortir sa main et faire comme si elle sortait de la baignoire. Enfin, après, ça a son importance pour la 2e partie de cette scène, où en fait, on a l'impression que Nancy se fait happer. Voilà, mais sauf que dans la baignoire. Sauf qu'elle ne se fait pas happer dans le réservoir. Elle se fait happer ailleurs. Elle se fait happer ailleurs. En réalité, c'est fabuleux. Ah, mais je trouve honnêtement et je trouve le montage particulièrement incroyable, parce que en fait la scène où Nancy se fait happer, elle se fait happer dans une piscine. La scène a été tournée dans une piscine, et d'ailleurs ce n'est pas Nancy. On voit les seins de la jeune femme et tout, et Nancy, enfin l'actrice qui joue Nancy n'avait pas particulièrement envie que ce soit elle, donc c'est une doublure.
Et en fait, on va avoir cet enchaînement de plans, mais toutes les scènes où elle a la tête sous l'eau, ça a été tourné plusieurs semaines plus tard dans une piscine, et la piscine avait entièrement été recouverte de latex noir pour ne faire ressortir que l'espace de la baignoire. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'équivalent de l'espace de la baignoire qui n'a pas été recouvert de latex noir, ce qui donne l'impression que c'est la baignoire qui est la porte d'entrée vers la piscine, quoi. D'accord, c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est particulièrement ingénieux et c'est très bien fait dans le montage. C'est-à-dire qu'on enchaîne Nancy qui essaie de sortir par la baignoire où on voit ses mains, voilà, à des plans de la piscine. Et d'ailleurs, Wes Craven dira que c'était une scène qui était particulièrement angoissante, et particulièrement pour les claustros, mais pas que, parce que se retrouver dans cette piscine avec le latex qui recouvre la quasi-intégralité, en fait, c'était quelque chose de vraiment angoissant. On avait vraiment l'impression de se retrouver sous l'eau sans aucun moyen de remonter. Donc voilà, c'est encore une fois l'inventivité de ce cher Jim Doyle qui est vraiment un des hommes forts de ce film. Hein. Ouais, complètement. Et chacun des rêves, au final, sera un prétexte aussi pour des situations loufoques et des effets de mise en scène. Hein. Et c'est ça aussi qui fait que Freddy est toujours en train de rire, c'est qu'on a l'impression qu'il est toujours en train de faire une blague, et on a l'impression qu'il y a un truc... il y a une sorte de tension entre les idées de Wes Craven et la mise en pratique par Jim Doyle, et finalement Freddy, qui lui aussi est inventif dans ses stratagèmes. Et au final, à chacune des séquences, on a ce truc où à la fois Freddy est créatif, mais aussi Jim Doyle et Wes Craven le sont de leur côté, du côté réalisation. Donc là, on fait quelques ellipses, histoire de pas vous raconter le film non plus uniquement en détail. La mère de Nancy avoue, et là c'est un moment important pour que vous compreniez évidemment la suite du propos. La mère de Nancy avoue, donc l'actrice qui joue la mère de Nancy, selon Wes Craven, apparemment c'était un rôle qui lui collait plutôt bien. Apparemment elle avait des petits penchants pour l'alcool. Si j'ai bien compris, et apparemment c'était un rôle de composition, disons, de jouer la maman bourrée, et du coup pas trop de composition, puisque oui, pas trop de composition, oui, en l'occurrence on la voit littéralement en train de s'enfiler une bouteille de blanc au goulot, oui, voilà. Dans la maison de Nancy. C'est plutôt sympa comme scène. Et donc la maman de Nancy, voyant que sa fille rencontre Freddy Krueger et qu'elle le décrit comme étant celui qu'elle a connu comme étant Freddy Krueger, elle va lui avouer qu'en fait Fred Krueger était un tueur d'enfants dans le quartier, et qu'à cause d'un vice de procédure, une fois qu'il a été attrapé, à cause d'un vice de procédure, il a dû être relâché. Et les parents ont alors décidé de faire en quelque sorte justice eux-mêmes, et l'ont trouvé dans la chaufferie dans laquelle il avait l'habitude de tuer des enfants, pour l'incinérer vivant. D'où sa tête de grand brûlé. Ceci explique cela, et d'où sa tête de pizza, parce que c'est comme ça que David Miller, je crois, avait eu l'idée, comme on le disait tout à l'heure, de créer le masque de Freddy. Ouais, il le raconte dans le making-of. Il dit qu'il était en train de jouer avec une pizza pepperoni, et qu'il a commencé à mettre le fromage par-dessus le pepperoni. Donc il s'est dit, tiens, ouais, ça ressemble. Et puis le visage des grands brûlés, parce qu'il avait vu auparavant des images de grands brûlés dans les hôpitaux. Et c'est vraiment la superposition de ces deux choses où il s'est dit, ah ouais, j'ai en fait, quelque chose là. On va pouvoir jouer là-dessus, parce que il y a le visage qui est fondu sur les gens sur les grands brûlés. Il a vraiment eu l'idée, en superposant ces deux images dans sa tête, c'est-à-dire des grands brûlés d'un hôpital et sa pizza pepperoni avec laquelle il était en train de jouer. Et c'est vrai que finalement, il a un peu une tête de pizza, Freddy, avec ce mélange de rouge et de chair un peu blanche. On en mangerait. On en mangerait, ouais. Et en plus, ça collait avec cette volonté de Wes Craven de faire un visage qui vraiment fondrait un petit peu tout au long du film, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment un aspect un peu disloqué, fondu, voilà. Et donc, scène de rêve suivante, puisqu'on vous les fait dans l'ordre, on vous fait le plaisir de vous les faire dans l'ordre, ce sera la scène où Rod décède en prison, puisque le copain de Tina est toujours en prison. Il a été attrapé
suite au potentiel meurtre de Tina. Alors nous, on sait évidemment que c'est pas lui, mais pour la police, ça semble difficile à entendre qu'elle a été tuée dans un rêve. Donc il est en prison, et Nancy va essayer d'aller le prévenir dans son rêve que lui aussi court un danger et qu'il ne faut pas qu'il s'endorme, évidemment. Et là, on va avoir droit à un petit mélange de techniques, puisque, donc pour ceux et celles qui l'ont vu, si vous vous souvenez, il y a un bout de tissu, on voit pas Freddy, mais il y a un bout de tissu un petit peu enroulé qui se balade un peu comme un serpent dans la prison, hein, c'est tout simplement le drap dans lequel dort Rod. Et donc je sais pas si tu as vu, Mathias, mais le bout tient tout seul, le tissu avance un petit peu comme un serpent, et s'enroule lentement autour de son cou, sauf que la scène a été tournée à l'envers. C'est-à-dire que la scène a été tournée, le drap s'éloignait en fait entièrement de Rod et a été replacé à l'envers pour faire comme s'il s'approchait, et un petit morceau de fil de fer a été placé évidemment dedans pour lui donner la forme qui allait serrer le cou finalement de Rod Lane à la fin. Donc là encore, on a un petit mélange de techniques. Alors technique un petit peu plus simple cette fois, qui demande de l'ingéniosité mais un petit peu moins de moyens, à savoir un fil de fer dans un drap et c'est vraiment les effets spéciaux de la débrouille. Ouais. Et en même temps la scène filmée à l'envers. Donc voilà, on ne voit que du feu, hein, on est d'accord. Alors je suis pas totalement de cet avis. Je trouve que c'est une des rares scènes de Freddy où justement on voit que l'effet spécial est vraiment cheap. Et on a un petit peu les micro-tremblements de la personne qui tient le fil de fer au bout, quoi. Voilà, mais après, en fait, l'enroulement... Au début, je me suis demandé, avant que tu me dises comment c'est fait réellement, je me suis demandé si c'était pas du stop motion, tellement je trouvais les mouvements un peu saccadés. Ah, ouais, c'est vrai que ça aurait pu. Tu vois, je trouve les mouvements tellement saccadés que ça m'a limite sorti du truc. Je me suis dit, ah ouais, non, ça fait pas fluide, c'est pas naturel. C'est une des rares scènes d'effets spéciaux de Freddy où j'étais pas hyper convaincu. Mais bon, après, quand tu remets avec le budget qu'ils ont, c'est normal qu'il y en ait quelques-unes qui soient pas hyper bien faites. Alors que, à contrario, celle qui arrive juste après, du téléphone, donc il y a Nancy qui est au téléphone avec Freddy, et d'un coup, le bas du combiné se transforme en langue et Freddy lui lèche le visage. Ouais. Celui-là est plutôt bien fait compte tenu du budget qu'ils avaient. Ah ouais. C'est une des scènes, je pense que c'est une scène emblématique du film, celle-là aussi on l'a beaucoup vue en photo, et une autre scène emblématique, c'est une des plus graphiques du film qu'on a vu, qui arrive juste quelques minutes après, où ce cher Johnny Depp va être aspiré par son lit. Alors Johnny Depp et sa télé et sa platine vinyle, puisque Johnny Depp écoute sa platine vinyle au casque et regarde la télé dans son lit avec la télé posée sur son ventre, parce que c'est les années 80. Et il regarde Miss America. Il regarde Miss America en plus. Et il va être aspiré par son lit avec tout son bordel pour ressortir d'un coup en gerbe de sang énorme qui va éclabousser le plafond. Là aussi, en termes de technique, c'est complètement fou. Celle-là, en termes de technique, c'est peut-être une des plus compliquées. Parce que, d'ailleurs, elle va entraîner des problèmes techniques. Puisque le lit devient un espèce de trou dans lequel tout est aspiré, et en fait va recracher une énorme gerbe de sang comme si c'était recraché au plafond. Sauf que évidemment c'est pas possible d'avoir la force suffisante d'un geyser qui va propulser, il y a 300 litres de liquide rouge qui ont été utilisés pour le sang, c'est pas possible d'avoir un geyser comme ça. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réutiliser la fameuse cabine qui se retourne. Donc ils vont évidemment changer les décors pour que ce soit la chambre de Johnny Depp à l'intérieur. Ils vont à nouveau recoller tous les éléments. Ils vont la retourner. Ils vont placer un énorme entonnoir et verser 300 litres de sang qui du coup à l'intérieur seront filmés évidemment à l'envers, donc à l'endroit pour nous. Et qui du coup vont donner cette impression de sang qui sort du lit, alors qu'en fait il est juste en descente. Et ça, là pour le coup ça va entraîner un souci, parce que le passage des 300 litres de liquide depuis le conteneur où il était dans la pièce va entraîner un basculement,
puisque là, pour le coup, 300 litres, c'est énorme en termes de poids. Ça va entraîner un basculement, ça va retourner le mécanisme, et toutes les lampes qui étaient à la fin dans la chambre de Johnny Depp, tous les circuits électriques, en fait, vont sauter. Et plusieurs techniciens vont être électrisés. En fait, à cause de, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui vont être électrisées parce que juste la cabine n'était absolument pas étanche, elle était absolument pas prévue pour ça. C'est-à-dire que en plus d'avoir des retards sur le paiement, parce que donc il a l'air pas possible et les techniciens n'ont pas été payés pendant plusieurs jours, en plus ils se sont fait électriser sur le tournage. Ouais, en plus ils se sont fait électriser. C'est fabuleux. Ouais, c'est ça, c'est fabuleux. Et donc ouais, voilà, ça c'était la fameuse scène qui est une des là c'est la dernière scène, la dernière grosse scène de rêve qui va être la plus graphique avant le final, ouais, puisque ça va s'enchaîner sur la scène de construction des stratagèmes de survie. Donc stratagèmes de survie qui seront placés avec la maman bourrée dans la maison, hein, qui pourrait tout se prendre dans la gueule si jamais elle venait à aller se balader. D'ailleurs, hein, toujours en bonus du DVD, l'équipe se fout quand même bien de sa gueule à ce moment-là, à l'actrice. C'est parce qu'elle n'a vraiment pas eu beaucoup d'efforts à faire pour le rôle, c'est ça. Pour ça, et parce qu'apparemment, elle était maniaque sur son maquillage et elle retouchait elle-même son propre maquillage. Donc du coup, l'équipe avait peur parce qu'ils ne savaient pas avec quelle tête elle allait arriver d'un jour à l'autre. Donc, l'alcool, tout simplement. Ouais, voilà. Et donc, Nancy, qui avait lu auparavant un manuel de survie, comprend comment Freddy Krueger apparaît et comment elle peut le ramener dans le monde réel, puisqu'il va se passer une petite scène, hein, ça aussi on vous le fait rapidement, mais il va se passer une petite scène dans un hôpital où il y a des médecins qui vont essayer de mesurer son activité cérébrale pendant qu'elle rêve. Elle va faire un cauchemar et à son réveil elle aura quelques cheveux blancs et elle aura ramené le fameux chapeau de Freddy. Donc à ce moment-là elle comprend que si elle s'accroche à lui au moment du réveil, elle peut ramener Freddy dans la vraie vie, quoi, dans le vrai monde, et à partir de là, peut-être s'en débarrasser, en tout cas, avec tous les stratagèmes qu'elle aura placés dans la maison. Donc là, c'est un peu comment on appelle ça, les trois... c'est pas les trois... c'est comment on appelait ça déjà ? Les trois... ceux qui fabriquent des petits stratagèmes, là. Tu te souviens pas le livre des 3 petits scouts, t'as pas eu ça, t'as pas fabriqué des stratagèmes comme ça ? Le manuel des Castors Juniors. Le manuel des Castors Juniors qui chez moi était illustré par les 3 enfants, les 3 petits neveux de Picsou. Oui, Riri, Fifi et Loulou. Et voilà, exactement. Donc voilà, c'est un peu le manuel des Castors Juniors, mais pour les militaires, puisque Wes Craven va vraiment s'inspirer pour le coup de manuels militaires pour créer notamment la lampe qui va exploser avec de la poudre de balle. Il va vraiment choper ça dans des manuels militaires. Et donc Nancy va mettre tout ça en place, hein, tout simplement, pour ramener Freddy Krueger et essayer de le buter. Et donc là, à partir de là... Ce qu'elle arrive peut-être à faire, enfin, c'est quoi, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, c'est qu'il y a une scène complètement zinzin avec la maman qui s'enfonce dans le lit. Ah oui, d'ailleurs... là encore, petit effet technique, quand la maman décède, elle est dans son lit, et quand elle décède et qu'elle est aspirée par le lit, tu sais qu'il y a cet effet de descente. Cet effet d'ascenseur un peu. C'est tout ça, voilà, ce petit effet d'ascenseur. Et bien en fait, ce ne sont pas des effets de lumière qu'on a derrière, mais c'est vraiment comme une disqueuse, tu sais, qui fait des étincelles et qui fait D'accord. Ils ont vraiment utilisé ça, parce que pour eux, c'est ce qui rendait un peu l'effet faussement stromboscopique, tu vois. C'est ce qui rendait le mieux. Donc c'est vraiment un outil de chantier qui est utilisé pour faire la lumière. Et Wes Craven aussi n'utilisait que de la vapeur d'eau. Pour lui, c'est ce qui avait le rendu le plus épais de la fumée possible, et ce qui en même temps était le moins nocif pour les acteurs et les actrices. Parce que Wes Craven était quelqu'un qui se souciait du bien-être des acteurs. Encore une preuve que Wes Craven, contrairement à d'autres réalisateurs dont on a parlé dans cette émission, se souciait vraiment des acteurs et des actrices qui jouaient pour lui, ce qui n'est absolument pas le cas de William Friedkin, parce que trouve qu'on ne l'avait pas assez dit quand on a fait l'épisode sur l'Exorciste. Avec du recul, je pense qu'on aurait dû le dire. William Friedkin était un gros connard avec ses acteurs et ses actrices, très réellement. J'en ai pris conscience assez récemment, et je pense qu'on aurait dû un peu plus appuyer là-dessus, notamment sur le fait qu'il a vraiment blessé plusieurs actrices sur le tournage, et que Linda Blair a été psychologiquement assez atteinte par ce tournage par la suite.
Et surtout Ellen Burstyn qui jouait la mère de Linda Blair dans le film. Donc voilà, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure là-dessus. Si on a encensé le travail de William Friedkin sur L'Exorciste, qui est indéniablement bon, son comportement sur le tournage n'est en aucun cas excusable. Quoi. C'est l'opposé de Wes Craven là-dessus. C'est ça, c'est l'opposé. Et d'ailleurs, ça montre aussi bien que c'est pas nécessairement relié au talent de maltraiter ses acteurs et ses actrices. C'est pas pour ça qu'on va faire un bon film. C'est pas parce qu'on va les mettre dans des conditions de merde qui vont avoir les bonnes réactions et que ça va être un meilleur film. Et là, on l'a, cet exemple-là avec Freddy. C'est que Wes Craven, il mettait tout le monde en bonnes conditions, quoi. Il était super cool, et bon, il y a des fois forcément des prises qui demandaient de refaire 80 fois, et des trucs qui étaient un peu compliqués. À un moment, il y a une scène où Rod Lane court pieds nus sur le goudron, parce qu'il essaie de s'échapper de la police quand la police pense que c'est lui qui a tué sa copine, et il l'a fait courir sur le goudron 85 fois, et ce qui fait qu'il avait les pieds un petit peu écorchés, mais parce qu'il devait refaire la scène, il dit voilà, à la fin on lui a soigné les pieds, puis voilà, mais il maltraitait pas ses acteurs et ses actrices, et notamment il utilisait de la vapeur d'eau, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Certains utilisaient des produits chimiques à ce moment-là pour faire de la vapeur, et lui utilisait de la vapeur d'eau parce qu'il trouvait que l'épaisseur que ça donnait était un peu plus angoissante que les effets de fumée qui donnaient des fumées souvent un peu plus légères. Ouais, ça se voit d'ailleurs sur toute la fin du film où il y a énormément de vapeur d'eau, puisque toute la fin du film se passe dans la brume. Enfin, les 3 fins différentes du film se passent dans la brume, parce que oui, il y a plusieurs fins. Et on y arrive. Les voir dans le DVD. Donc la fin d'origine, c'est celle où la maman de Nancy se fait happer à travers la porte avec un effet spécial dégueulasse. Alors là, pour le coup, c'est marrant parce que ils sont morts de rire quand ils regardent cette scène-là. On voit très clairement que c'est un mannequin. Elle se fait happer dans tous les cas, dans toutes les fins. Ah oui, dans toutes les fins. Mais pourquoi ils ont gardé ce détail-là dans toutes les fins, alors qu'on voit très clairement que c'est un mannequin? C'est hyper mal fait. c'est une scène de nanar, sans déconner. C'est abusé. Quasiment tout le reste du film est plutôt bien fait, avec des bonnes trouvailles, et là c'est le truc hyper classique de on attrape un mannequin par la porte et Ah mais vraiment, et le cut est dégueu. En fait, tu vois vraiment, je trouve, le moment où ça switch de la mère au mannequin, quoi. C'est complètement fou. On voit le frame où ça se passe, quoi. Ouais, complètement. Non, mais oui, du coup, cette petite scénette est dans toutes les fins. Ouais. D'ailleurs, il existe 3 fins. Il y en a 2 qui sont accessibles grâce au DVD. Il y a la fin numéro 1 qui est en fait le final cut, où Nancy finalement arrive à battre Freddy, et elle lui demande de faire revenir sa mère et ses amis. Elle dit: toute la force que je t'ai donnée, maintenant tu vas me la rendre, tu me fais pas peur, et tu vas me rendre mes amis et ma mère. Et en fait, c'est ce qui va se passer, puisque dans le final cut, elle sort, et elle dit au revoir à sa maman, sa mère est vivante, et elle monte en voiture comme si rien ne s'était passé. Après, Wes Craven n'aime pas cette fin particulièrement, parce que pour lui, ça annule les actions de l'héroïne. Mais... oui, parce que ce que tu n'as pas précisé, c'est que la voiture est en réalité Freddy. Et la voiture, voilà, ce qui se rajoute à ça, c'est que la voiture, et on comprend qu'il y a la capote de la voiture qui se met, parce que c'est une décapotable, et qu'il y a des rayures rouges et vertes, et qu'il ne contrôle pas la voiture, mais que de toute façon, le fait que ses amis soient vivants, ça annule un petit peu les actions de l'héroïne, et en plus, le fait que Freddy, du coup, on sous-entendrait qu'il ne soit pas mort, ça l'annule encore plus, mais... c'était la potentialité d'une suite. C'est ce qu'ont avancé les producteurs pour lui faire accepter cette fin, donc il a accepté cette fin, mais c'était issu d'un compromis, puisque le producteur voulait mettre Freddy carrément au volant de la voiture. Ça aurait été génial. C'est la fin que je préférais. La scène suivante, ce n'est pas la voiture qui se transforme en Freddy, ou c'est une sorte de voiture Freddy, mais carrément Freddy qui serait au volant et qui conduirait les 4 jeunes adolescents. Mais ça, pour le coup, ça a été refusé par Wes Craven, qui préférait Je crois que c'est un des rares cas où je suis plus d'accord avec le producteur qu'avec le réalisateur. En même temps, ça colle très bien. Le fait de transformer, d'avoir ce lien entre objet et personnage, de se dire que Freddy peut être incarné dans une voiture, ça participe à la mythologie du truc, tu vois. Et ça correspond à ce qui va arriver dans les
épisodes Ouais. qui arriveront après de Freddy. Exactement, ouais. C'est-à-dire que Freddy, c'est une incarnation, c'est comme s'il est dans un rêve, il peut être, si t'es dans un rêve, il peut être à n'importe quel endroit de ce rêve. Tu peux être en train de regarder la télé, que la télé ce soit Freddy et que la télé te bouffe, tu vois. Ça peut être, ça peut être ce genre de délire-là. Et là, ça a introduit, on va dire, vachement à finalement ce qui va se passer dans les autres Freddy. Et c'est vrai que du coup, en fait, c'est le compromis qu'ils ont trouvé. C'est vraiment d'avoir. En fait, ils vont dans la voiture et la voiture, elle est aux couleurs de Freddy. Ouais. Donc Freddy et la voiture. Et c'est un compromis entre Wes Craven qui voulait qu'il y ait une récompense, voilà, et les producteurs qui voulaient qu'il y ait encore Freddy. Donc t'as ce compromis entre les deux. C'est ce qu'on a eu au final. Et c'est vrai que ça va quand même. J'aurais préféré que Freddy conduise la voiture, mais bon. Si Freddy et la voiture, c'est une transformation, c'est pas mal. Donc voilà, le film se termine à ce moment-là. Ouais. Et donc, justement, je parlais de suite tout à l'heure. Il y a un truc qui est plutôt pas mal sur les suites. On va pas les évoquer tout ici, ce sera beaucoup trop long sinon. Trop long. Mais c'est cette dualité que tu as sur le long terme entre Freddy et Nancy. Parce que c'est vraiment eux deux qui s'affrontent pendant toute la saga. Alors on compte pas les Jason versus les Freddy contre Jason et voilà. Mais Nancy, ce qui est bien, c'est qu'on la suit tout au long de la saga à différentes étapes de sa vie. On va même la suivre quand elle est maman. On la suivra ensuite encore quand il y a. Moi, mon épisode préféré de la saga, c'est celui qui est complètement méta. Où en fait, tu ne suis pas Nancy, mais tu joues l'actrice qui joue Nancy. Ouais. Qui est aux prises avec le vrai Freddy. C'est un truc que je trouve assez fabuleux aussi, mais c'est vrai que voilà, il y a cette évolution tout au long de la saga et ce lien entre les deux personnages que tu suis, c'est un des trucs qui est vraiment bien chez Freddy, je trouve. C'est vraiment bien, et c'était un truc qui a été impulsé pas mal par Robert Englund, c'est-à-dire que l'actrice qui joue Nancy, c'était un de ses premiers rôles, et c'était un peu difficile parfois de se placer vis-à-vis de son personnage, et c'est Robert Englund qui lui a donné beaucoup de conseils en lui disant non mais en fait, pense-le comme une relation ultra archétypale, dire que toi t'es le bien, toi t'es une jeune femme qui a la vie devant elle, tu es l'incarnation du bien en plus, voilà, t'as l'air d'avoir des amis, tes amis t'aiment bien et tout. Il dit moi je suis le mal, moi je suis la bête, tu vois. Et il a un peu conseillé, ils évoquent pas mal Cocteau, et cette relation qu'il y a un peu entre la belle et la bête, parce qu'il y a aussi une tension malsaine entre Nancy et Freddy, parce qu'on a l'impression que Freddy, il est toujours... il est extrêmement... Il est pas sexualisé, mais il y a un truc, il joue énormément avec sa langue, il lui fait toujours des petits signes en mode complètement dégueu et horrible. Et il lui a vachement conseillé de jouer sur cette relation très archétypale en lui disant, bah voilà, toi tu joues le bien, moi je joue le mal. Et finalement, c'est cette évolution dans cette relation qui va être développée dans les autres Freddy. En attendant, on va parler de Freddy, le premier film, parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui. Et contrairement aux autres, le premier Freddy, c'est un film qui s'est complètement fait dans la galère, on l'a dit plusieurs fois depuis le début. Il faut savoir que Wes Craven a tenté de vendre le script dès 80, donc 3 ans avant la sortie du film, à des gros studios, et que absolument personne n'en a voulu. On l'a dit, les gens ont trouvé que le script ne faisait pas assez peur, ils avaient peur que... Enfin, ils pensaient que le public n'aurait pas assez peur parce que ça se passait dans les rêves et que c'était pas vrai. Alors que je comprends pas du tout cet argument. Pour moi, c'est pas un argument. Bah ouais, c'est pas un argument parce que quand j'étais petit, je me disais mais on peut pas éviter le sommeil, tu vois ? Bah oui. C'est pas possible d'éviter le sommeil. Donc du coup, tu es obligé de te mettre dans la peau d'une personne qui va mourir, enfin qui va dormir et qui donc va mourir. Quand tu es dans un film d'horreur où t'as des jeunes qui partent en forêt ou des jeunes qui font ceci, tu le fais pas tous les jours, tu vois, donc tu t'en fous, mais le fait d'aller dormir, tu es nécessairement confronté. Donc moi je trouvais l'idée au contraire assez géniale, mais bon. Bah ouais, mais à l'époque les gens n'y ont pas cru et il aura fallu attendre donc 3 ans pour qu'il soit accepté par New Line Cinema, qui était une petite boîte à l'époque, qui avait quasiment pas sorti de film au cinéma en fait, et surtout une boîte qui avait pas d'argent du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à certains moments, ils n'avaient pas les moyens de payer l'équipe, carrément. Ils ont dû aller voir les techniciens pour leur dire on peut pas vous payer cette semaine, mais promis, on va essayer de trouver un moyen de vous payer la semaine d'après. Et bon, les gens avaient l'air de tellement avoir conscience que le film avait été bien qu'ils ont continué à travailler quand même. Et ils ont été aussi attendris, et ça c'est marrant, que la production a envoyé une femme enceinte pour leur dire qu'ils n'avaient pas les moyens de les payer.
Et elle dit, la dame témoigne dans le making-of en disant, bah voilà, ils se sont retrouvés face à moi qui était enceinte de 8 mois, qui leur disait que je peux pas les payer, et donc du coup ils ont compris. Et du coup ils disaient, bon ben ok, d'accord. Ils ont été assez attendris par la situation. Non. Et ils ont bien fait parce qu'au final, donc, le film a été tourné en 32 jours au lieu de 30, mais ça reste quand même super court. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a Wes Craven qui raconte dans le documentaire sur le film qu'il y avait plusieurs équipes qui tournaient des scènes en même temps et que lui devait passer d'un plateau à l'autre pour superviser plusieurs scènes en même temps. On était à ce niveau-là de galère de tournage, quoi. Les gens qui sont payés en retard, mais c'est complètement fou. Et New Line était tellement à sec à la fin du tournage qu'ils ont même pensé à vendre le film et ses droits d'exploitation pour ne serait-ce que se refaire et passer à autre chose. Et la Paramount, qui est quand même un grand studio, a raté mais l'occasion en or fou. C'est-à-dire qu'à un moment, ils auraient pu acheter le film pour 2 millions de dollars. C'est-à-dire que New Line était prêt à vendre, ça leur faisait 200 000 euros de bénéfices, 200 000 dollars de bénéfices, et puis ils pouvaient passer à autre chose. Et finalement, donc la production à Paramount a dit non, parce que pour eux, ça ressemblait trop à un film qu'ils avaient sorti un peu avant, qui s'appelait Brainstorm, qui parlait aussi de rêve. Et donc, du coup, ils n'ont pas acheté le film. Et le producteur de New Line, Bob Shaye, est aujourd'hui extrêmement heureux qu'ils n'aient pas acheté le film, parce qu'il a failli faire l'erreur de sa vie, quoi, parce que Freddy a complètement sauvé New Line Cinema de la banqueroute. New Line Cinema a même été surnommé à un moment The House That Freddy Built, la maison que Freddy a construite. Donc c'est vraiment l'image de New Line Cinema est éternellement associée à Freddy, parce que c'est grâce à la saga Freddy qu'ils s'en sont sortis. Avec les erreurs qu'on connaît, notamment le remake, qui a été produit par New Line Cinema et qui est une horreur, je vais en parler plus tard. Mais c'est complètement fou de se dire que la Paramount est passée à ce point à côté du film, alors qu'ils ont vu le film. Ils l'ont vu en projection. Mais pour eux, Brainstorm n'avait pas marché. C'était un échec commercial, ils se sont dit oh non. Alors, et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, dans la suite des films Freddy, en termes de recettes, ça va quasiment continuellement augmenter. Dire que même si tu prends Freddy 4, qui a coûté genre 8 millions, tu vois, ce qui reste quand même vraiment un petit budget, hein, ça reste quand même pour le nombre d'entrées que ça fait, ça reste du petit budget, et ben il va encore augmenter, il va faire 40 millions de bénéfices, donc au final, ça aurait été, la saga en totalité aurait été une plutôt bonne affaire. Et tout ça grâce en grande partie, je trouve, à Robert Englund qui incarne vraiment Freddy, et d'ailleurs on le verra dans le remake où Robert Englund ne joue plus Freddy, que ça se ressent énormément. Et Robert Englund aurait très bien pu ne jamais être Freddy. C'est ça qui est fou, et on l'apprend dans le making-of, parce que Wes Craven voulait un acteur plutôt vieux à la base. Il voulait quelqu'un de 60-70 ans qui fasse vraiment papier inquiétant, comme le mec qu'il a vu quand il était jeune. Il voulait que ça colle un petit peu aux faits réels de son enfance, Sauf que il n'a pas trouvé de monsieur de 60-70 ans assez énergique, disons, pour le rôle, qui puisse faire des cascades. Et alors, même si Robert Englund ne correspondait pas du tout à la description qu'il avait à la base, Robert Englund était très énergique. Il avait vraiment une envie d'avoir le rôle qui se ressentait vraiment, qui a poussé Wes Craven à se dire « Ok, on va prendre ce gars ». Et Robert Englund avait vraiment, vraiment beaucoup envie de jouer ce personnage parce qu'il l'a beaucoup ressenti. Il voyait exactement comment il allait l'incarner. Et il avait même créé lui-même dans sa tête une backstory pour le personnage de Freddy. Il s'est rappelé quand il était petit qu'un jour à l'école, à la Saint-Valentin, tu sais, aux États-Unis, tu t'échanges des lettres et tout ça. Et il y avait un seul gamin dans la classe qui n'avait pas eu de carte de la Saint-Valentin. Et il s'imaginait que ce gamin-là grandirait, deviendrait un psychopathe. Et il s'est imaginé que ce gamin-là serait Freddy. Donc c'est-à-dire que dans sa tête, il s'est identifié à ce gamin de son enfance qui deviendrait complètement timbré. Il s'est dit, ça aurait pu être moi, tu vois, si j'avais vrillé. Il s'est mis à la place de ce gars-là, et il a aussi composé avec un côté qu'il n'avait pas avant, le côté hyper clownesque. Dans ses rôles précédents, Robert Englund n'était pas à ce point-là. Il raconte notamment qu'il jouait, enfin il y a ce qu'on appelle le côté naturaliste, c'est-à-dire jouer un rôle humain qui ne soit pas trop éloigné de nos attitudes et de nos expressions faciales. Et lui, ce qu'il va adorer aussi dans Freddy, c'est que ça le faisait changer de ses précédents rôles dans lesquels il avait un côté très naturaliste, très proche de il avait peur de s'enfermer. Il dit que grosso modo il allait faire du Robert Englund et qu'il en avait un peu marre, et qu'il voyait aussi dans Freddy une manière de jouer un clown, d'avoir un rôle qui soit très éloigné de ce qu'il avait fait, et aussi un rôle sur lequel il pouvait créer. C'est-à-dire qu'il avait quelques injonctions de Wes Craven, mais c'est un rôle sur lequel il pouvait créer.
Et ça faisait très longtemps qu'il a envie de jouer avec le travail du masque aussi. Ouais. C'est vrai que là, avec les 3h30 de maquillage qu'il avait tous les jours, il raconte qu'il s'endormait des fois pendant le maquillage, tellement c'était long. Ça lui permettait, en fait, une fois qu'il se réveillait, une fois que le maquillage était fait, de se réveiller dans la peau d'un autre personnage, de quelqu'un qui était totalement dissocié de lui-même, et d'avoir justement ce jeu complètement clownesque, de clown cruel, parce qu'on parle de Freddy. Mais totalement différent. Il disait qu'il faisait des choses qu'il faisait jamais avec le jeu naturaliste, que là il s'amusait à prendre des pauses, à en faire des caisses, à faire des blagues, à avoir une manière de bouger complètement pas naturelle. Donc c'est ça qui fait vraiment le charme de Freddy, quoi. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que ça compense avec aussi ce budget complètement inexistant qu'on rappelle. Wes Craven avance notamment que la totalité des costumes qu'on voit ont été achetés au supermarché du coin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas il y avait pas de vrai budget costume. Ils ont emprunté... dis-toi que les pantalons, c'était des tailles uniques pour les jeunes. Et que parfois Nancy et Johnny Depp, donc Glenn dans le film, Nancy et Glenn échangeaient leurs pantalons sans forcément le savoir. Et que eux ils arrivent à voir aujourd'hui, c'était tellement le même modèle d'entrée de gamme pour tout le monde que c'était le même modèle. Est-ce que c'est pour ça que Johnny Depp à un moment porte un crop top dans le film ? Non, c'est pas pour ça. Et ça, l'actrice qui joue Nancy dit que c'était sans doute une des meilleures idées de costume du film, de voir Johnny Depp en crop top. En crop top, ouais, que c'était sans doute ça a contribué à son image de jeune homme sexy. Un petit détail aussi sur... alors ça tient un peu au costume, mais c'est plus dans les accessoires, c'est sur le gant de Freddy. En fait, on n'a pas fait beaucoup de détails là-dessus. Il y a un truc que je trouvais hyper intéressant, c'est quand Wes Craven explique pourquoi il a eu l'idée de ce gant-là dans le making-of. Je trouve ça hyper bien. En fait, ça a vraiment un sens, ce gant-là. Pourquoi comme ça ? En fait, il voulait faire un mélange de mains, ce qui est pour lui l'élément le plus humain qui existe, puisque il y a le pouce préhenseur, ça représente la dextérité de l'homme, c'est vraiment l'élément le plus humain qu'on a dans notre corps, notre main. C'est ce qui fait notre différence avec la plupart des animaux. Il voulait mélanger ça avec la griffe. La griffe, c'est la figure de la griffe qui effraie l'homme depuis la nuit des temps, donc il voulait avoir ce personnage qui était à la fois humain, mais en même temps une énorme menace pour l'homme. Et c'est comme ça qu'est né Freddy à partir de ce gant-là, quoi, qui était vraiment ce mélange des deux. Ouais, il disait qu'il voyait un petit peu il imaginait les premiers hommes comme étant retranchés au fond d'une grotte en train d'esquiver les coups de griffes d'un tigre ou d'un ours, et qu'il avait cette image en tête pour Freddy, pour la peur, disons, une peur. En fait, il joue sur des trucs extrêmement primaires, et c'est là qu'on voit sans doute l'ancien prof de dramaturgie et de sciences humaines, c'est qu'il arrive à avoir une compréhension de peur basique et de l'élever à des niveaux d'interprétation derrière dans le film qui sont assez impressionnants, quoi. Et c'est tout ce qui fait le talent de Wes Craven et ici de Freddy. Trois petites dernières anecdotes pour terminer. Plus de 1900 litres de sang ont été utilisés pour le film. C'est énorme. Mais en même temps, ça se comprend vu certaines scènes comme celle de Johnny Depp où déjà là t'en as 300. Ouais, où t'as 300 litres d'un coup, ouais. Freddy Krueger, même s'il est hyper emblématique de tout ce film, il lui donne son nom évidemment, mais il n'apparaît en fait que 7 minutes à l'écran en cumulé au total, ce qui montre à quel point Robert Englund a vraiment une présence dans ce film. C'est-à-dire qu'on ne se souvient que de lui alors qu'on le voit que 7 minutes à l'écran. Et Heather Langenkamp, qui joue donc Nancy, a fait donc une carrière d'actrice évidemment, mais également une carrière dans le maquillage de cinéma. En fait, avec son mari qui s'appelle David Anderson, ils ont créé une boîte qui s'appelle AFX Studio. Et cette boîte-là, elle est très présente aujourd'hui dans le paysage audiovisuel, puisqu'elle fait notamment les maquillages d'American Horror Story. Donc le design de Twisty le Clown, c'est leur design. Waouh, la saison sur le Freak Show. Sur le Freak Show, mais ils font toutes les saisons d'American Horror Story. Ils ont également travaillé sur Scream Queens, qui était l'excellente parodie d'horreur en série. Ils ont bossé sur le film La Cabane dans les Bois. Et ils ont bossé sur Dead Silence, le film dont la bande originale sert de générique à notre émission. Eh oui, c'est ça. Ah, c'est dingue. Ah bah dis donc, ça a vachement bien marché du coup là. Non, leur boîte AFX Studio marche super bien et ils ont énormément de contrats avec Hollywood et les chaînes de télé, quoi. Ça marche très bien. Une deuxième carrière que je ne connaissais pas. Je pensais qu'elle était juste actrice, mais non, elle a aussi une carrière dans le maquillage qui se porte très très bien, quoi. Alors, j'en ai parlé depuis tout le début. Ouais. On va terminer cette émission en parlant de 2 films. On s'est dit que voilà, on va parler de 2 films hors saga.
Voilà, s'est hors dit- saga. Qu'on se prenait chacun un petit temps pour parler d'un film dans lequel il y a Freddy, mais qui ne fait pas partie de la saga principale qui compte 7 films. Qui compte 7 films, mais dont on parlera sans doute peut-être plus tard, voilà, spin-off ou une autre émission, je sais pas, moi j'ai envie de parler des autres Freddy, mais pour le moment, on va évacuer tout de suite, je vais évacuer tout de suite, ce qui est à mes yeux le pire film de toute la franchise Freddy. Un film dont Wes Craven ne voulait pas. Déjà. Il dit qu'on ne l'a pas contacté, mais qu'il était opposé au film. Un film dont Heather Langenkamp, qui jouait Nancy, donc, elle aurait pu faire un caméo dans le film. Ça lui a été proposé. Elle aurait dû jouer la serveuse qu'on voit dans la scène d'ouverture de ce film. Mais elle a refusé. Ce film, c'est Les Griffes de la Nuit, sorti en 2010, le remake de Freddy, qui est un extrêmement mauvais remake, qui n'apporte rien à l'original, qui est long, qui est mou du genou, qui est tout ce qu'on ne veut pas voir en fait dans un film Freddy. Déjà, ce film pêche par excès de CGI, mais à fond, des effets spéciaux sur fond vert dans tous les sens, dégueulasses. Il y a même des éléments verts, j'ai vu ça, c'est ce que je me disais, le visage du nouveau Freddy était extrêmement moche. Je me suis dit, c'est pas un maquillage, il y a autre chose. En fait, c'est un maquillage dans lequel ils ont mis des éléments verts pour pouvoir, en post-prod, retoucher son visage en faisant des incrustations sur son visage. Waouh, genre à se laisser, on va dire, quelques libertés pour rendre quelques trucs un peu gore ou un peu... Est-ce que c'est pas la pire idée du monde déjà ? Si, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, surtout que, ouais, enfin, c'est possible de... Ouais, non, je comprends pas. C'est histoire de se donner des libertés par la suite, mais bon, c'est une mauvaise idée. Deuxième mauvaise idée, c'est qu'ils ont voulu faire un film beaucoup plus dark que l'original. Ils ont voulu enlever tout ce qui fait le sel, finalement, du personnage de Freddy, c'est-à-dire son côté un peu décalé, un peu clownesque. Là, on est dans un film qui se veut extrêmement dark, mais qui ne l'est pas forcément. Où Freddy donc ne cabotine pas, il est juste chiant en fait. Et d'ailleurs je suis hyper déçu parce que j'aimais beaucoup Jackie Earle Haley qui joue donc notamment Rorschach dans Watchmen. Ouais, c'est un très bon acteur. Qui est un très mauvais Freddy. Ouais. Un très mauvais Freddy. Alors c'est pas le seul problème parce que je parlais des effets spéciaux sur le visage de Freddy, mais c'est pas tout. Il y a des fonds verts qui sont absolument dégueux et même la scène du mur qui se tend, donc qui est reprise dans le remake. Là. Elle est faite avec une incrustation fond vert, elle n'est pas faite avec un effet logique. Elle n'est pas faite avec un effet spandex ou voilà. Elle est hyper mal faite, ça te sort littéralement, ça te sort vraiment du film. C'est-à-dire que c'est tellement mal fait que tu te dis, oui bah je vois vraiment l'effet, c'est vraiment mal fait quoi. Et même la voix de Freddy est retouchée pour la rendre plus caverneuse, et même ça c'est mal retouché. Oh là là. Il y a la scène iconique de la baignoire qui revient, donc on en a parlé tout à l'heure, sauf que là, elle est rushée en quelques secondes, elle n'est pas du tout attirée au fond. Tu sens qu'ils l'ont mise là juste parce qu'il fallait ce visuel emblématique du film de 84 dans le remake. C'est la seule raison pour laquelle c'est là. Il n'y a aucune horreur qui est présente pendant tout le film en mode pesant. Et le film n'est à aucun moment pesant. C'est juste des vieux jumpscares hyper usés déjà en 2010. Des jumpscares qui deviennent vraiment lassants. En fait, le film, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé, le mot qui revenait le plus, je l'ai trouvé fatigant. En fait. Le film m'a fatigué. J'en avais marre de ces moments où on te faisait sursauter pour rien. Et j'étais épuisé de voir qu'à aucun moment, ça n'essaye d'instaurer une ambiance, quoi. Mais à aucun moment. Donc au final, je finis le film, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait ce remake ? Je me dis, c'est un film complètement inutile. Ils font revenir des scènes cultes, mais pour rien. Déjà, elles sont mal expédiées, elles sont mal refaites. Ce qui est quand même fou quand tu penses au budget du premier film. Et au fait que là, ils ont 30 millions de dollars de budget. Contrairement au 1,8 de l'original. Oui, mais c'est la créativité, tu vois, c'est Jim Doyle. C'est là qu'un mec là, comme Jim Doyle est important, tu vois. Oui, mais là, ils n'ont pas non plus de bons scénaristes et ils n'ont pas de bons réalisateurs non plus. Parce que si on peut parler du réalisateur, Samuel Bayer, qui a été choisi par Michael Bay, qui coproduit le film. Donc, déjà, coproduit par Michael Bay, ça part mal. Mais en plus, avant, il avait fait que des clips. Alors, des clips qui sont plutôt pas mal. Moi, c'est des clips que j'ai bien aimés. On parle des clips de. Il s'est fait connaître avec le clip de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ah ouais, ensuite, d'accord. Il a fait What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake, qui est plutôt un bon clip, je trouve. Le clip de Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Oh là là. C'est un mec qui a eu plusieurs MTV Video Music Awards pour ses clips, tu vois. Mais c'est un réal de clip, il avait jamais fait de long métrage avant. Et là, il se retrouve sur ce film et il fait...
c'est pas terrible. En fait, on ressent le côté clip dans le fait qu'il y a des... Je trouve que un des seuls points positifs du film, c'est parfois des visuels qui sont plutôt sympas. Mhm. Sur certaines scènes, la photo est quand même pas mal. La scène d'ouverture, je trouve que la photo est sympa. Mhm. Il y a pas mal d'autres scènes où c'est la catastrophe, mais il y a des scènes où voilà, où il y a un côté vraiment clipesque qui est bien. En revanche, c'est complètement creux comme un clip. Ouais, d'accord. Enfin, il y a certains clips qui ont du contenu, c'est parce que je veux dire, mais la plupart des clips sont quand même assez creux. Là, sur celui-là, voilà, sur ce film, j'ai l'impression de voir ça. J'ai l'impression de voir parfois une coquille plutôt jolie, avec rien à raconter derrière. Et l'erreur aussi, c'est d'avoir fait de Freddy non pas un tueur d'enfants, mais un violeur d'enfants pour ajouter un côté encore plus drame, encore plus pédophilie derrière, qui est juste un peu pesant et enfin qui est là pour apporter du malaise, utile, mais ouais. c'est pas très bon. Et le truc que j'ai le plus détesté dans ce film, c'est les tentatives de faire plus moderne. Parce que tu vois, vu que le film se passe en 2010, ils ont essayé de mettre des trucs qui pourraient se produire dans les années 2010. Tu vois. Ah oui, je pas vois que le film soit années 80. Des recherches sur ordinateur. Nous allons faire des recherches sur Internet. Donc tu tapes un nom et tu tombes directement sur un article qui dit que la personne est morte. Ah. J'avais pas vu ça depuis les recherches de Chloé, la journaliste dans Smallville. Je me souvenais plus de ça, tiens. C'est exactement ça. Si tu fais « Oh, je vais taper son nom sur Internet » et « Oh mon Dieu, un article qui dit qu'il est mort ». J'ai l'information que je cherchais. Immédiatement, tu vois, c'est genre... ils font Google « J'ai de la chance ». Et Ouais. c'est immédiatement celui-là. Et il y a un truc que j'ai trouvé hallucinant de conneries, c'est il y a une scène avec un personnage, je me souviens même plus son nom parce que je sais même pas s'il dit son prénom dans le film. C'est un personnage asiatique qui était sur la photo de classe de quand ils étaient à l'école primaire et qu'ils ont tous été abusés par Fred Krueger. Donc tous les adolescents sont censés être morts et lui il meurt littéralement pendant un vlog. What? C'est-à-dire qu'elle est en train de regarder son site où il y a ses vlogs. Donc le mec, tous les jours, dit « Oui, je vois des cauchemars, il se passe des trucs horribles et tout ça. » Et un jour, il fait « Non, je comprends plus ce qui se passe, je vais m'endormir et j'ai peur de m'endormir, tout ça. » Et là, le mec s'endort et bam, il est projeté contre la caméra. Et il meurt. Et donc là, tu te dis « Mais du coup, qui a mis en ligne le vlog ? Oui. Qui l'a monté ? Qui l'a uploadé sur son site ? Par exemple. Bah c'est Freddy pour faire la blague, tu vois. Non, mais c'est complètement con. En fait, il y a plusieurs trucs comme ça où ils essayent de te l'ancrer dans un univers un peu plus moderne avec des ordinateurs et tout, et c'est hyper mal fait. Ouais. Non mais ouais. Moi, ce qui m'avait le plus choqué dans ce film, c'était vraiment essayer de rendre le personnage de Freddy sérieux et enlever le côté humour et clownesque qu'il peut avoir. Je me dis, mais c'est tellement la pire idée, quoi. C'est horrible. Alors, il y a un seul petit point positif, et sinon à part ça, c'est que ça nous permet de découvrir Rooney Mara. Ouais. C'est un de ses premiers rôles, si ce n'est son premier rôle, je crois. Son premier grand rôle, en tout cas. Mais à part ça, on passe clairement pas un bon moment devant le remake de Freddy. Alors que, dans le film que tu as choisi, et oui, on passe un très bon moment. On passe un bon moment. Alors, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Hein. Je vais vous parler de Freddy contre Jason. Pour vous dire que je l'ai trouvé plutôt cool. Et je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer de faire rapidement. En gros, c'est un film de super-héros, sauf que les super-héros sont très méchants et veulent buter les humains. Et du coup, c'est assez drôle parce que on va avoir parfois un peu de l'un, parfois un peu de l'autre, mais le groupe d'adolescents il sera toujours en danger, en fait, que ce soit à cause de l'un ou de l'autre. Donc le film est globalement plutôt mauvais, hein. Il n'y a pas un super jeu d'acteurs, les musiques, je les ai complètement oubliées, sauf une, sur laquelle je vais revenir. Mais en fait, ils arrivent à créer cette attente, et ça c'est dû aux mythologies plus qu'aux qualités forcément de réalisation, c'est dû aux mythologies, c'est qu'ils arrivent à créer cette attente, à se dire... Bah en fait j'ai envie que Freddy et Jason ils se foutent sur la gueule, quoi. C'est-à-dire que t'as une scène à un moment donné où Jason se fait balader parce qu'il est dans la chaufferie, tu vois, il est dans un rêve, il s'endort et à un moment donné je crois qu'il l'anesthésie ou quelque chose comme ça pour le faire parce que Jason ne dort jamais sinon, mais ils arrivent à le faire s'endormir et là il se retrouve dans le monde de Freddy où il se fait violenter de tous les côtés et on a cette scène que je trouve absolument fabuleuse, où une des héroïnes arrive à ramener Freddy, donc pareil, en l'accrochant, elle l'agrippe, elle se réveille, et là Freddy se retrouve dans le monde réel, et là t'as une musique de hard rock qui se lance, Freddy se retourne un peu apeuré, et il voit qu'il est dans le monde de Jason, et là il comprend qu'il va s'en prendre quand même un peu plein la gueule.
Et cette scène est... je trouve cette scène assez fabuleuse. Je la re-regarde des fois, si vous pourrez la trouver sur YouTube, si vous tapez Freddy versus Jason Final Fight. Vous allez voir le moment où l'actrice a le bras qui touche les flammes, elle se réveille, elle ramène Freddy. Et là s'ensuit, je sais pas, un quart d'heure de scène de massacre où Freddy et Jason se font les pires trucs au monde, les pires stratagèmes pour se massacrer. Et au milieu, on a le groupe de jeunes hommes et jeunes femmes qui se font mais massacrer. Et t'as Freddy qui évidemment est un grand clown, donc il est là pour le coup, est joué par Robert Englund. Qui est dans l'humour le plus total, hein, c'est-à-dire qu'il se moque de la sale tronche de Jason, il lui dit qu'il a vraiment une gueule de porte-bonheur, il essaie de lui taper plusieurs fois dans les parties en mode hey, regarde, j'ai essayé de te faire mal mais il y arrive jamais, Jason l'envoie valdinguer dans tous les sens. En fait on a un espèce de fanservice dans le film qui fait que si on aime bien Freddy, si on aime bien Jason et qu'on a un peu ce fantasme de voir s'affronter parfois des créatures mythologiques dans des combats impossibles, et ben là le film tient ses promesses et là on est servi parce qu'on a ce qu'on peut après envisager comme étant un combat éternel, parce que aucun des deux ne peut définitivement mourir quoi. Donc c'est un espèce de combat éternel où on continuera d'avoir Freddy et Jason qui se font les pires crasses possibles pour essayer de se découper des parties du corps, même si évidemment cela n'affectera pas leur vie future. Et au-delà de ça, t'as des trucs que moi j'adore dans les deux sagas, qui sont les mises à mort inventives. Et dans Freddy contre Jason, il y en a une, mais qui est fabuleuse, où je crois que c'est Jason qui fait cette mise à mort-là, où il éclate quelqu'un à coup de machette, il le fout dans un lit pliable et il replie le lit. Oui. Mais c'est complètement ma boule. Quand j'ai vu cette scène, j'ai fait mais c'est génial, mais quelle bonne idée. Et tout le film est ponctué comme ça de scènes, mais de moments de grâce. Et en fait, même si voilà, on reconnaît objectivement qu'il y a beaucoup de trucs qui sont mal faits dans le film, surtout sur le jeu d'acteur, mais aussi sur la mise en scène, il y a des trucs qui vont... Enfin, sur la photo, là, des fois c'est mal éclairé. Puis il n'y a pas la créativité qu'il peut y avoir dans les Freddy, dans les autres Freddy, quoi. Là, on est vraiment sur du truc basique, mais bon. Mais ça reste un film super jouissif. Il y a beaucoup de gens qui vont cracher à la gueule de Freddy contre Jason, pour moi à tort, mais moi c'est un film que j'aime beaucoup, et je prends énormément de plaisir à le revoir. Mais qu'est-ce pas qu'on rigole. Voilà, c'est un film marrant quoi. Ouais. Quand t'aimes ces deux monstres là du cinéma, je pense qu'il faut vraiment être ultra fan de Freddy ou ultra fan de Jason et genre détester complètement l'autre pour pas aimer ce film. Mais quand t'aimes bien les deux, je vois pas comment tu peux ne pas apprécier le fanservice qu'il y a des deux côtés et le côté vraiment marrant du projet quoi. À quel moment ils se sont dit on va les faire se rencontrer. Et puis surtout c'est ça, mais c'est comme Alien versus Predator, tu vois. Alors que... oui. Non, enfin pas comme, mais tu prends parti. C'est-à-dire que t'as forcément ton avis sur les films Predator, sur les films Alien, et t'as envie que t'en aies un qui prenne le dessus sur l'autre, tu vois. Parce que t'as préféré... Team Freddy tout le long sur le Freddy. Mais oui, moi aussi, pareil, dans Freddy versus Jason, je suis Team Freddy, tu vois. J'ai envie qu'à un moment donné, Jason, il se fasse massacrer, qu'il le découpe, ou je sais pas trop quoi, qu'il utilise de ses stratagèmes à chaque fois pour le massacrer. Et dans Alien versus Predator, j'avais ça. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est encore plus compliqué, parce que Alien, c'est un de mes films préférés. Et là, il y a un massacre. Alien dans Alien versus Predator. J'adore les armes des Predators. Mais je préfère tellement les films Alien aux films Predator. Ah oui. Ouais. Mais alors moi c'est différent. Je préfère les films Alien aux films Predator, mais dans un fight Alien versus Predator, je suis Team Predator. Oui, parce que l'Alien c'est le monstre. Voilà. C'est la bête, alors que le Predator c'est le chasseur. Mais moi j'adorais. Moi quand ils se rendent compte que là ils essaient de capturer, de découper l'alien et qu'il a du sang acide. Et que en fait son truc ça va absolument pas marcher, moi j'étais content. Moi j'étais un peu Team Alien, j'avoue. Ah mais alors évidemment on précise qu'on parle d'Alien vs Predator et pas d'Alien vs Predator 2 Requiem qui est voilà, là, on va même pas en parler. Quel Alien vs Predator Requiem, je crois que ça n'existe pas en fait. Il aurait mieux valu que ça n'existe pas en effet. Oh là là, mais je me souviens que j'avais vu Alien vs Predator au cinéma et que j'avais pas eu peur, mais j'avais passé un bon divertissement, j'avais passé un bon moment.
Enfin voilà, conclusion, ne regardez surtout pas le remake de Freddy et regardez Freddy contre Jason. Regardez à la limite, regardez Freddy déjà. Et regardez si Freddy jamais déjà, vous l'avez oui, pas bien sûr. vu, regardez les Freddy et avec tous ces jeux d'humour, cette qualité de mise en scène et ce budget rachitique qui vient, disons, se confronter à la créativité des gens qui ont travaillé dessus, quoi. Et du coup, pour donner notre avis rapidement, quand même, pour terminer, Wes Craven, je trouve sans mauvais jeu de mots, il nous vend du rêve, là. Ah ben complètement. Il nous vend du rêve. On est d'accord, hein. Ah ben c'est magnifique. Enfin moi, c'est un film que j'adore, Freddy, Ouais. Freddy et les Griffes de la Nuit. Il est bien joué, surtout pour un slasher, je trouve. Je trouve que pour un slasher, il s'attarde sur les personnages comme les slashers le font quasiment pas, en fait. C'est juste de la chair humaine qui va se faire massacrer. Là, l'intérêt vient vraiment des personnages. C'est vrai Et qu'à surtout, part c'est un Rod film, qui joue pas bien, les trois autres... Oh non, je suis pas d'accord. Rod, je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé pas juste. Le personnage est pas top, mais... c'est peut-être le personnage qui est mal écrit aussi, c'est peut-être pas l'acteur. Ouais, mais je trouve que l'acteur, il joue pas si mal, il a quand même un peu d'intensité et tout dans le regard, mais surtout c'est un film où il y a beaucoup de plans complexes. Et ça aussi, hein, vis-à-vis du budget, c'était quelque chose de compliqué, mais il y a beaucoup de travelling, plans séquences avec zoom et dézoom, et le tout est très très proprement rendu, je trouve. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et enfin, notre question, donc on adhère, oui. Ça, le premier Freddy, on adhère tous les deux de manière assez inconditionnelle. Est-ce que ça colle ? Ça, c'est notre autre petite fin pour inspirer de faits réels. Ben, ça colle, en fait, pas si mal que ça. Au final. Parce que même... au final, ouais, c'est ça, c'est qu'au final, ça colle pas si mal que ça. Parce que, alors même si évidemment, ce qu'ont traversé les jeunes personnes qui venaient d'Asie du Sud-Est et qui avaient migré aux États-Unis, c'est pas comparable, évidemment, c'était lié à des traumatismes vraiment extrêmes. Il a repris, Wes Craven, beaucoup de choses, en fait. Il a repris, comme on vous le disait en intro, tout ce qui est café, tout ça. C'est-à-dire que ça va être repris comme stratagème par l'héroïne pour ne pas s'endormir, mais aussi la temporalité sur laquelle ça dure. C'est-à-dire que le temps sur lequel il fait durer ça, Wes Craven, à chaque fois qu'un personnage meurt, entre le début des rêves et le moment de la mort, apparemment, c'est ce que lui comprenait comme étant la temporalité des rêves des personnes à qui c'est arrivé. Et du coup, il a essayé quand même de coller à tout plein de petits trucs. Et je trouve que ça rend le film, ça lui apporte un surplus de crédibilité. Parce que au lieu de faire dormir ou ne pas dormir Nancy pendant des jours, là il lui a fait suivre un rythme crédible qu'il avait lu dans les articles. Donc certes c'est un film purement fantastique, mais l'inspiration en tout cas est assez forte et il reprend plein de petits détails qu'il a lus dans ses articles du LA Times pour les incorporer dans Freddy. Exactement. Du coup je pense qu'il est temps de terminer enfin cette émission qui aura quand même duré un petit peu un peu en longueur. Et en même temps, Freddy, c'est un monument du cinéma d'horreur, donc c'était normal qu'on lui consacre tout ce temps-là. Puis il fallait bien parler de tous les cauchemars, qui sont tous emblématiques. Ouais, il fallait les expliquer. Eh bien écoutez, nous on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro d'Inspiré de Ferrel. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter IFR Podcast, ou sur la page Facebook qui a été renommée, qui s'appelle désormais Charles et Mathias, sous-titré Inspiré de Ferrel, le Bureau des Mystères, pour nos 2 émissions. D'ailleurs, vous pouvez écouter également le Bureau des Mystères, notre autre émission. On ne parle pas forcément de cinéma, même pas du tout de cinéma, mais toujours d'histoires qui font un peu flipper. Pas du tout, ouais. Alors surtout d'histoires qui font un peu flipper. Ouais, voilà. Donc voilà, en attendant... On fait des petits bisous, hein. Exactement. Et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine Bisous. pour un autre épisode.